Bonjour à toutes et à tous, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir pour un nouveau numéro du Sud-Ouest Footcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest consacré au football et aux Girondins de Bordeaux. Alors l'heure du bilan a sonné et pour animer ce conseil de classe, deux spécialistes des Girondins sont avec moi. Nicolas Legardien qui suit les Marinés Blancs au quotidien. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Frédéric Larry, chef du service des sports de Sud-Ouest. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors on a laissé passer quelques jours depuis la fin du championnat pour laisser un petit peu retomber la pression, les passions. Et puis nous étions aussi occupés par le dossier 99-2009 quand les Girondins étaient champions, dossier que vous pouvez d'ailleurs toujours retrouver sur notre site. Et justement, donc le contraste est assez saisissant entre ces années en neuf. On l'a écrit ces dernières semaines, la saison qui s'achève est l'une des pires de l'histoire des Girondins de Bordeaux. 14e avec 41 points, avec 3 entraîneurs, en plus des intérims d'Éric Bédoué, mais aussi 2 propriétaires. Comment expliquer ce bilan, Nicolas ? En fait, je pense qu'il y a eu plusieurs phases dans cette saison. Pour en déceler 3, il y a eu l'été agité que l'on connaît, donc avec le départ de Gustavo Poyet, avec le fait que le club soit en vente, les 2 propriétaires entre guillemets qui a compliqué la mise en place du mercato. Avec le départ de Poyet, c'est fait que le mois d'août s'est transformé un peu dans une mission commando, d'abord pour se qualifier pour la phase de poule de Ligue Europa, avec quelques conséquences au championnat au mois d'août, avec un départ un peu difficile parce que l'équipe a beaucoup joué et était vraiment concentrée sur ces matchs préliminaires de Coupe d'Europe. Après, il y a eu une deuxième phase avec Ricardo qui, mine de rien, a ramené un peu de stabilité, a optimisé quelque part peut-être l'effectif qu'il avait à disposition, parce que si on prend cet automne, il y a quand même il y a eu 10 matchs sans défaite, il y a eu des résultats pas mal, sachant qu'il y avait la Coupe d'Europe aussi à côté, donc c'était difficile d'enchaîner les deux, c'est aussi une des raisons. Donc voilà, donc l'automne finalement qui n'est pas si mauvais que ça, et puis après il y a eu une vraie cassure aussi en janvier, avec un niveau de jeu qui a un peu baissé, l'élimination en Coupe de la Ligue. Et après, il y a eu une troisième phase où le maintien était presque acquis, parce que c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a eu quelques frayeurs, mais bon, il y avait quand même une petite sécurité à la fin. Donc le club a fait le choix de se projeter sur la saison prochaine avec l'arrivée de Paulo Sousa, avec une revue d'effectifs sur la fin de saison qui était peut-être pas le meilleur moyen de performer sur la fin de saison, qui fait aussi que les derniers matchs ont été extrêmement compliqués. Donc tout ça, mis bout à bout, explique que c'était une saison compliquée. En gros, ça a manqué de stabilité pour durer, sachant aussi qu'il y a eu la Coupe d'Europe qui a pris de l'énergie. Donc, et puis après, on en a aussi déjà parlé, mais un effectif qui n'était pas forcément un effectif pour jouer les 6 premières places. Donc il, à la limite, entre 6 et 10, et donc a sans doute sous-performé par rapport à ce qu'il pouvait faire, mais n'était pas non plus exceptionnel et manquait clairement de talent aussi. Non, je crois que ce qu'il faut retenir aussi, c'est l'instabilité. C'est comment réussir une saison pleine avec 2 présidents, 3 entraîneurs, des changements de joueurs. Enfin, c'est la pire des situations. Et il faut se mettre à la place aussi des joueurs, voire des entraîneurs. On change de système, on change de méthode. Donc c'est tout ce qu'il ne faut pas faire pour avoir de bons résultats. Donc c'est logique que la saison soit ratée. La saison s'est presque arrêtée lors de la demi-finale contre Strasbourg, non ? C'était l'objectif. Il y avait cette Coupe de la Ligue peut-être à aller chercher, le PSG qui en plus avait été éliminé, donc on avait l'impression que c'était l'occasion. Il y a eu cette défaite en plus avec un mauvais match, et on a eu l'impression que derrière c'était un petit peu rideau, non ? Ah oui, ça a été une cassure à plusieurs niveaux, parce qu'effectivement c'était un aiguillon pour garder tout le monde mobilisé sur la fin de saison. C'était une période où effectivement le jeu était, l'équipe n'arrivait plus vraiment à fonctionner en janvier, parce que ce qui avait marché à l'automne, c'est-à-dire une défense solide, un jeu de contre avec des projections rapides, ne fonctionnait pas parce que le mercato, on en a déjà aussi parlé, mais avait agité certaines têtes, les individualités, Yann Caramo, François Camano, étaient moins performantes, donc l'équipe cherchait un second souffle. Il y avait quand même cet aiguillon, et c'est pas passé, avec effectivement un mauvais match, donc ça a mis un gros coup sur la tête des joueurs, de l'effectif dans le vestiaire. Parallèlement, c'est vrai que le mercato de janvier n'a pas été utilisé pour renforcer l'équipe, mais était déjà utilisé pour se projeter sur les années suivantes, et c'est vrai que du coup ça a été aussi une cassure quelque part pour les dirigeants qui se sont dit à partir de ce moment-là, la saison est plus ou moins bâchée, voilà, on va aller chercher Paulo Sousa, on va commencer à construire pour la suivante. Donc tout ça mis bout à bout fait que la fin de saison effectivement était déjà tournée vers l'avenir plus que sur performer sur cette fin de saison, quoi.
Alors juste avant de parler de cette fin de saison justement et des premiers pas de Paulo Sousa, un petit jeu, si je vous demande un petit top 3 et un flop 3 au niveau des joueurs bordelais sur la saison. Alors top 3, Benoît Costil forcément qui a eu un rôle décisif, faut le dire, dans le maintien, parce qu'aujourd'hui si je pense à des matchs comme ça, mais il a été décisif contre Lille sur une victoire 1-0 un peu heureuse en début de saison, 3 points qui comptent, surtout décisif dans une semaine en janvier où l'équipe a pris 6 points à Angers en gagnant 2-1 in extremis, et contre Dijon 1-0 dans la difficulté également, avec Costil décisif. Donc tous ces points là font qu'à la fin le club s'est maintenu. Il a eu un rôle décisif aussi dans le vestiaire pour essayer de maintenir tout le monde éveillé. Donc ça, c'est une évidence. Jules Koundé, on est obligé parce qu'il a quand même, c'est le deuxième joueur le plus utilisé. Il a joué quasiment tous les matchs à son âge, Coupe d'Europe incluse, qui à son âge est quand même assez exceptionnel. Il a eu 2 petites périodes difficiles en août et sur la fin de saison, mais bon, ça s'explique aussi par l'accumulation des matchs et puis par son apprentissage, parce qu'il est encore jeune. Mais sa saison reste quand même assez exceptionnelle, avec des périodes, notamment cet hiver, où il a été vraiment très très bon. Et après le troisième, c'est plus dur à trouver. Pablo a fait une première partie de saison assez exceptionnelle, mais a eu une deuxième partie très compliquée entre les blessures, ses suspensions, des matchs moyens quand il est revenu. Les latéraux manquaient de régularité. Au milieu, ça a été quand même difficile. Ça a été un des secteurs Jimmy compliqués. Briand, et devant, Jimmy Briand dans l'état d'esprit. Voilà, Jimmy Briand dans l'état d'esprit, quoi. Et voilà. Et après, le flop 3, là, comme ça en tête, c'est pas évident, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont... Juste quelques secondes de réflexion. Alors, Frédéric, est-ce qu'au niveau du top 3, c'est le même que... Oui, je rejoins tout à fait Nicolas. Benoît Costil qui a performé sur le terrain, qui a été irréprochable dans le vestiaire aussi, qui a fait preuve d'une très bonne mentalité. Donc Jules Koundé aussi, parce que c'est effectivement il a performé, il a confirmé les promesses qu'il avait laissé entrevoir les mois précédents, et c'est quelqu'un qui est, à mon avis, est appelé à aller plus haut. Ça c'est évident, la bonne mentalité. Et Jimmy Briand, parce que bon, sur le terrain il a fait ce qu'on attendait de lui, même plus, parce que je pense qu'il n'était pas forcément un titulaire en puissance au départ, mais il l'est quand même devenu. Il a mis des buts importants. Et dans le vestiaire, il a été très important, parce qu'il a un peu quand même maintenu tout ça debout, alors que tout menaçait de s'écrouler. Et dans le flop, il y en a quand même quelques-uns. Qu'on en a parlé, il y a François Camano qui justement meilleur buteur, qui fait un excellent début de saison, qui a arrêté de jouer à partir du moment où arrêté de jouer. Qui avait plus du tout la tête au jeu à partir du moment où son transfert au mercato d'hiver à Monaco ne s'est pas fait. Caramo aussi qui avait bien débuté, qui a un gros potentiel, on l'a vu quand même, qui n'a pas confirmé, qui n'était pas aussi forcément dans la mode mentalité. Après, moi je pense à Cornelius qui a pas apporté même s'il a mis des buts importants, notamment contre Paris. C'est un peu l'équipe dans son ensemble, quoi. Donc il y a des joueurs qui ont été irréguliers, en dessous de leur niveau. Je pense à difficilement mettre dans le flop, parce qu'il a plutôt même fait une bonne fin de saison, mais il y a Youssouf Sabaly qui n'a pas réussi à confirmer, n'a pas réussi à faire ce qu'il a pu faire sur ses premières saisons bordelaises. Younous Sankaré, qui a été très important dans le système de Ricardo, cet automne, mais qui pareil a connu une deuxième partie de saison très compliquée pour diverses raisons, mais qui laisse, par rapport au potentiel, par rapport à son caractère, par rapport à ce qu'il est capable, il laisse toujours sur sa faim, parce qu'on dit qu'il peut toujours en faire plus. Et c'est vrai que sa deuxième partie de saison a été quasiment absente jusqu'à la dernière journée contre Caen, où justement il est décisif. Donc voilà, c'est des joueurs qui, on se dit, peut-être parce que le cadre autour d'eux était pas propice à la performance, n'ont pas donné tout ce qu'ils pouvaient donner, quoi. Oui, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que c'est à la fois le collectif qui fait qui ne fonctionne pas, qui fait que personne ne se met vraiment en valeur, et c'est aussi les individualités qui sont pas à leur niveau, comme disait Nicolas.
voilà, qui fait que le collectif n'est non plus. Donc c'est globalement décevant pour tout. On va dire qu'il y en a peu qui ont joué, Ouais. à part peut-être Benoît Costil, Koundé et voire Jimmy Briand qui ont joué. On se dit, voilà, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient en termes de niveau, pas en termes d'état d'esprit ou quelque chose, mais en termes de niveau. On donnait ce qu'ils ont les autres. On se dit, ils n'ont même pas performé à leur maximum, et même en performant à leur maximum, l'équipe n'aura peut-être pas fini dans les 5 premiers, mais au moins il y aurait eu ça. Aujourd'hui, il n'y avait pas ça, quoi. Et c'est vrai que c'est l'un des faits de la saison, quoi. Un autre fait, donc, c'est l'arrivée de Paulo Sousa en mars, qui a eu des débuts assez difficiles, à 2 victoires, 2 nuls et 6 défaites. Déjà, est-ce que ces 2 mois, selon vous, ont un petit peu abîmé sa cote auprès, alors pas forcément des dirigeants, puisqu'ils l'ont pris sur la longue durée, mais auprès des supporters? Non, je pense pas, parce que ce qui a été affiché, c'était clair, c'était qu'il préparait la saison prochaine, qu'il faisait une revue d'effectifs, qu'il mettait en place ses idées. Donc forcément, il y avait des risques sur les résultats. C'est ce qui s'est passé. Donc à l'instant T, j'ai envie de dire que les gens maintenant, ils attendent de voir ce qui va se passer cet été, le début de saison, etc. Par contre, là où effectivement ce bilan peut lui revenir entre guillemets dans les pattes, c'est si jamais le début de saison prochaine est pas bon, où là forcément les suiveurs, les supporters vont dire voilà, là le début de saison est pas bon, et puis c'est vrai que la fin de saison dernière était pas bonne, et forcément ça met du doute. Là à l'instant T, je pense que tout le monde est tellement focalisé maintenant déjà sur l'avenir, sur la construction, tout le monde a tellement envie de tracer un trait sur la saison qui s'est passée, que ça va être presque oublié, et que comme à partir du moment où ça a été plus ou moins annoncé, que non pas qu'il lâchait la fin de saison parce qu'il jouait les matchs pour gagner, mais que c'était un contexte quand même très particulier, fait que il y a pas, je pense pas grand monde lui tienne rigueur, et donc après le début de saison sera par contre très important pour éviter que effectivement il y ait des doutes qui et que ça remonte, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de bienveillance autour de lui, ce qui était plutôt normal parce qu'il arrivait dans un contexte difficile. C'était donc le 3e entraîneur. Et donc il a clairement essayé de mettre ses méthodes de travail en pratique. Donc il était plutôt là pour fixer un cadre qu'avec un objectif de résultat immédiat. Mais c'est vrai que maintenant, là, il n'aura plus cette excuse-là. Là, il aura eu 3 mois ou 4 mois, je ne sais plus exactement, pour faire l'état des lieux, pour connaître son effectif, pour savoir les joueurs qu'il veut garder ou qu'il ne voulait pas garder. Et maintenant, la préparation et le début de saison vont être très importants parce qu'on va voir si sa méthode prend, c'est vrai que les premiers échos en interne sont plutôt bons de la part des joueurs, sont plutôt unanimes en disant que c'est plutôt intéressant ce qu'il veut mettre en place. Maintenant, est-ce qu'il aura les moyens? Est-ce qu'il aura les joueurs qu'il faut? Ça, c'est l'incertitude. C'est pour tout nouvel entraîneur. Mais c'est sûr qu'il y aura moins de bienveillance, je pense, en début de saison s'il débute par des défaites, c'est clair. Alors justement, il y aura ce premier mercato alors pour lui en tant qu'entraîneur, mais aussi, on peut le dire, le premier vrai mercato des nouveaux propriétaires. En janvier, ça avait été plus un mercato d'opportunité avec Adli et Maja qui avaient été pris, mais c'est 2 jeunes joueurs donc, qui n'étaient pas là pour renforcer immédiatement l'équipe. À quoi peut-on s'attendre cet été, sachant que le mercato a déjà commencé? Voilà, il y aura un renouvellement de l'effectif, c'est tout ce qu'on peut avancer. Donc voilà, après avec une ligne de conduite qui est donnée, c'est-à-dire que c'est alors à la fois quelques joueurs peut-être d'expérience pour encadrer le groupe et des jeunes joueurs à potentiel, mais avec finalement l'objectif d'essayer peut-être de réduire le groupe, mais de le rendre plus homogène finalement. Et voilà, en fait, l'idée c'est d'avoir une noyau de 15-16 joueurs qui soient capables de lutter pour les 11 places de titulaires, d'avoir 4-5 joueurs qui seront capables de rentrer dans la rotation, plus des jeunes à potentiel qui pourraient venir un peu semer le trouble dans la concurrence. Et donc voilà, donc c'est un renouvellement d'effectifs, et donc sachant que le club n'a pas non plus énormément de moyens, donc c'est avec des bons coups, un scouting efficace et un recrutement efficace, quoi. On l'a vu déjà, 3 recrues, le défenseur droit du FC Nantes, Enoch Kouateng, le défenseur central rennais, Edson Mecher, les 2 sont arrivés libres, faut-il le préciser, donc de beaucoup. Et puis il y a aussi le prometteur italien Raul Bellanova, qui a été acheté à Milan en janvier, il a ensuite été prêté au Rossoneri pour finir la saison. Il arrivera cet été, et d'ailleurs il joue actuellement piston droit d'un 3-5-2 avec la sélection italienne au mondial U20, donc potentiellement le rôle qu'il pourrait avoir aux Girondins. Frédéric, sur ce mercato? Oui, c'est vrai qu'on va voir, parce que là tout l'organigramme est en place. Parce qu'il y a un directeur sportif, il y a un nouvel entraîneur.
tout le monde s'est choisi, donc tout le monde travaille bien ensemble. Donc là, on va vraiment voir la méthode concrètement, comment elle s'applique. Et je pense que les nouveaux dirigeants sont clairement conscients qu'ils ont besoin de solidifier l'effectif, la colonne vertébrale, avec des joueurs d'expérience, avec de bonne mentalité. Mais le problème, comme le disait Nicolas, c'est qu'il y a plus de 30 joueurs actuellement sous contrat. Et c'est beaucoup trop pour travailler, et parce que la masse salariale est trop importante. Mais le problème, c'est que les joueurs, par expérience, on voit que les joueurs qu'on ne veut pas garder sont les moins demandés. Et les plus demandés sont ceux qu'on voudrait garder. Donc c'est ça la difficulté. Donc je pense qu'on va juger le mercato, ça va être intéressant dans le sens des arrivées, dans le sens des départs. Parce que c'est... la qualité des dirigeants, c'est aussi de savoir vendre et de bien vendre ou de trouver des portes de sortie pour les gens qui sont pas désirés. Il y a toute une reconfiguration d'effectifs à faire, donc effectivement avec les arrivées et les départs, et effectivement c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment ils vont réussir à reconfigurer ce groupe pour en faire un groupe qui est complémentaire, qui est performant, et peut-être aussi y ajouter peut-être c'est même nécessaire, y ajouter le talent qui manquait cette saison, notamment au milieu de terrain, au niveau offensif. C'est vrai que ça sera un gros enjeu aussi, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette année, sur l'effectif en termes de qualité, là, il y avait le socle, ça manquait un peu de talent offensivement. Donc voilà, il faut reconfigurer l'effectif pour en faire un groupe homogène, qui soit sur une même longueur d'onde, complémentaire, et y ajouter un peu de talent offensif. Donc c'est une grosse mission sur laquelle il s'attelle, et qu'on pourra vraiment juger que c'est pas sur les 2 recrues libres là qu'on pourra vraiment juger déjà au début du championnat, parce que c'est vrai que Paulo Sousa le dit clairement que lui il espère même 15 jours avant le début du championnat, donc au retour de leur stage à Washington, il espère pouvoir récupérer là l'essentiel de son groupe. Voilà, même s'il y a quelques évolutions en août, mais il espère avoir l'essentiel de son groupe là, et donc après, forcément fin août, après qu'on pourra juger. Maintenant, c'est dur aujourd'hui de juger le mercato sur 2 arrivées libres, pas de départ. Le mercato ouvre seulement officiellement mardi. Donc voilà, il va y avoir tellement, quelque part, on s'attend à tellement de mouvements et d'ébullitions qu'il faudra voir la chose finie pour pouvoir juger, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont déjà pas le droit à l'erreur, à mon avis, parce que la situation était telle en fin de saison, on est vraiment une équipe qui était à l'arrêt, que le projet global va vraiment dépendre de ce mercato-là. Et déjà pour la méthode, on va voir si vraiment les gens qui arrivent ont les réseaux et les compétences pour recruter de bons joueurs. Ça, c'est une première chose. Et puis pour la suite, parce qu'il va falloir aussi faire revenir les gens au stade, c'est quand même l'objectif affiché par les nouveaux dirigeants. Et pour ça, il faut des victoires, évidemment, il faut du jeu, et il faut aussi 1 ou 2 joueurs de talent, comme disait Nicolas, et 1 ou 2 noms. Voilà, même si c'est des gens peut-être en fin de carrière, il faut quand même il faut donner envie aux gens de venir au stade, et il faut quand même 1 ou 2 noms, je pense, dans l'effectif qui soient un peu connus du grand public. Je pense que les nouveaux dirigeants sont conscients qu'ils vont essayer de faire un coup comme ça, d'opportunités sur le marché. Je pense que c'est aussi un de leurs objectifs. Oui, on a parlé il y a quelques semaines, il y avait Olivier Giroud qui depuis a prolongé à Chelsea, on a entendu Kalinic, enfin voilà, des joueurs effectivement qui renoncent, et notamment offensivement pour redonner un petit peu de... Alors c'est pas forcément la martingale, parce que des fois il y a des grands noms qui sont pas forcément... C'est le discours après des dirigeants de dire que le nom c'est pas forcément le joueur qu'il leur faut, donc s'il y a des opportunités, pourquoi pas, si ça correspond au profil qu'ils recherchent et au style qu'ils recherchent. Mais leur discours, c'est on va pas aller prendre un nom pour un nom, et on va pas mettre 15 ou 20 millions d'euros sur un joueur, ça n'existera pas. Donc ça sera une opportunité, ça sera la petite cerise, il faut que ça dans l'état d'esprit, voilà. Donc c'est vrai que Olivier Giroud, ça n'a pas été très loin, ils se sont juste renseignés. C'est vrai que c'était par exemple quelqu'un qui en termes d'état d'esprit est a quand même plutôt une bonne réputation et joue plutôt le jeu, quelqu'un qui aurait eu un challenge parce qu'il y avait l'Euro en fin de saison, donc c'était avoir du temps de jeu pour aller à l'Euro, quelqu'un qui aurait pu aussi encadrer les jeunes, et en plus à un poste effectivement où ils ont besoin de talent. Donc par exemple, mais il était libre s'il n'avait pas prolongé à Chelsea, donc ça aurait été effectivement un profil un peu parfait, quoi. Mais des joueurs comme ça, il y en a pas non plus des masses, parce qu'effectivement c'est prendre un nom mais qui vient ici en pré-retraite et qui c'est pas non plus la martingale, quoi. Et puis il y a la question du salaire, parce qu'il
faut aussi, pour attirer des grands noms, on ne les attire pas simplement en leur disant que le miroir d'eau est beau, que le bassin d'Arcachon est magnifique. Voilà, il faut aussi des salaires, il faut un projet de jeu. Et un contrat à longue durée souvent sur des joueurs donc comme ça. Ce sont quand même des paris. Donc j'ai aucune information sur ça, mais je pense qu'ils vont quand même... à mon avis, essayer de faire, au moins essayer d'avoir quelqu'un qui parle au grand public, parce qu'ils ont vraiment besoin de ça aussi. Il y a besoin de ça, il y a besoin de joueurs qui donnent envie de revenir au stade quand même. Moi je le vois comme ça, depuis que Malcolm est parti, ça manque vraiment de talent, et beaucoup de gens qui ont été au stade se sont vraiment ennuyés. Donc il y a aussi ce côté-là, au-delà des résultats, de redonner envie, d'avoir une équipe qui a envie sur le terrain déjà. Voilà, l'identité première de ce que veut mettre en place Paulo Sousa et les dirigeants, c'est déjà de créer cette base d'équipe de joueurs qui a envie, qui mouille le maillot, qui est intense, parce que c'est quand même le mot quelque part du projet de Paulo Sousa, c'est quand même de l'intensité, des courses, etc. Donc ils veulent créer cette base-là, effectivement, qui après aura effectivement besoin de talent pour avoir des résultats, et forcément pour venir au stade. Mais la base de ce qu'ils veulent créer pour la saison prochaine, c'est vraiment ce côté état d'esprit, intensité, joueurs qui s'investiront. Voilà, donc c'est la base. Après, forcément, il faut aussi les 2-3 joueurs de talent qui permettront de passer le cap, quoi. Dans ce projet, dans le mercato, quel sera justement le rôle de Paulo Sousa ? Est-ce qu'il va être vraiment à la manœuvre, ou est-ce que ce sera Eduardo Macia qui est arrivé pour ça C'est Eduardo Macia. Alors Eduardo Macia a un rôle qui est plus général, c'est-à-dire qu'il englobe vraiment, il est directeur du football, c'est-à-dire qu'il chapeaute vraiment tout. Il chapeaute vraiment tout au niveau de l'académie, département technique, les féminines, même si après il s'appuie sur Souleymane Cissé pour le département technique, Patrick Battiston pour le centre de formation, Uri Gramé plus pour les féminines. Donc voilà, c'est lui qui chapeaute le tout, et par contre c'est lui également qui chapeaute la cellule de recrutement, donc il sera en charge du recrutement, sachant que donc Paulo Sousa a fait remonter ses souhaits, savoir ce qu'il voulait, tel profil de joueur, etc. Et c'est à lui et ses scouts, donc à Eduardo Macia et ses scouts, d'aller chercher les joueurs qui correspondent à ce que demande Paulo Sousa, avec les moyens que lui accorderont Hugo Varela et les actionnaires, quoi. Et c'est vrai qu'on est aussi... on parlait de tous les changements. Le club est en un moment vraiment important de son histoire, parce que c'est vraiment une mutation incroyable pour un club qui fonctionnait sur le même système depuis, on va dire, 20-25 ans. On disait club familial, on disait. Familial, à peu près avec les mêmes personnes depuis 20 ans. Et là, en interne, c'est une révolution, parce qu'il y a des départs de joueurs, il y a un nouvel organigramme, il y a un président délégué, on va dire, qui est pas trop sur le sportif, qui est Frédéric Longuepé. Donc un nouveau système, un vrai directeur sportif, directeur de football, mais c'est un vrai directeur sportif qui dirige le sportif, c'est ça basiquement la définition, et qui sont en train de refaire vraiment le club quasiment de fond en comble. Et c'est ce qui est paradoxal, parce que ce sont des gens qui sont pas là pour forcément durer, 5-6 ans, ils l'ont dit, mais ils sont en train de mener des changements sur le long terme, et qui auront des effets sur le long terme peut-être, et c'est aussi intéressant à voir, quoi. Voilà finalement leur projet, avant de parler de recrutement de joueurs pour l'équipe première, leur projet, c'est de restructurer le club de A à Z, que ça soit au niveau administratif, et au niveau sportif, donc restructurer toute la façon de fonctionner du centre de formation, la partie technique, donc tous les secteurs du club. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Après, à terme, c'est aussi pour en faire un bébé plus beau et pouvoir le revendre, c'est le principe des fonds d'investissement dans n'importe quel secteur de l'économie. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant à voir. Et là, s'il y a un fait majeur aussi de ce début d'intersaison, quand même, qu'il faut souligner, c'est l'effort fait actuellement sur les féminines. C'est-à-dire que le budget va être augmenté. Donc voilà, après sur les budgets des féminins, ça reste une goutte d'eau par rapport aux garçons, parce que le budget va être monté autour de 2 millions d'euros, donc ce qui est pas énorme, mais il y a un vrai effort à ce niveau-là, qui n'est pas anodin, puisque je crois que Joe Dagrosa, notamment lors de la tournée aux États-Unis qu'il a faite avec l'équipe féminine, s'est rendu compte en termes d'image, en termes de communication, et là il y a la Coupe du Monde en France, ce que pouvait lui apporter l'équipe féminine. L'équipe a fait une bonne saison, elle s'est rendu compte que malgré que jusqu'ici il y a eu des petits efforts progressifs, mais pas énormes, elle n'était pas très loin du sommet, donc ça ne veut pas dire qu'elle va concurrencer Lyon l'année prochaine,
voire même le PSG, mais que la 3e place était largement accessible. Il y a le projet d'une nouvelle Coupe d'Europe, d'une deuxième Coupe d'Europe pour les féminines, c'est-à-dire pour l'instant il n'existe que la Ligue des Champions, mais on est en projet l'équivalent d'une Ligue Europa féminine. Donc on sent que le club s'est dit, tiens, là, il y a vraiment quelque chose à faire aussi pour l'image du club et pour développer. Ils sont en train de développer également l'académie, le centre de formation féminin. Ils sont en train de travailler dessus. Donc c'est un fait marquant parce que c'était pas un truc qui était annoncé au départ. Je sais même pas si c'était vraiment dans la tête de Joe Dagrosa et Hugo Varela en octobre. Et on sent qu'il y a eu une évolution. Donc par le fait d'Ulrich Ramé qui défend beaucoup ce secteur-là, qui est proche de ce secteur-là, je pense qu'il leur a dit ça peut être intéressant. Et je pense qu'il y a eu un déclic sur cette tournée parce que Joe Dagrosa a pris beaucoup de plaisir à passer quelques jours avec les filles quand ils ont été aux États-Unis, ils ont été à l'ambassade de France, etc. Ils ont vu qu'il se passait quelque chose, qu'il y a une bonne image, qu'il y a une certaine fraîcheur. Et donc ils ont décidé d'investir avec les recrutements d'international, aussi un changement de coach, bon là qui est un choix technique de la part des dirigeants, mais en tout cas il y a un vrai effort et c'est intéressant. On va voir comment cette équipe va pouvoir prendre en termes de public, en termes de résultats également, si elle est capable d'aller un peu titiller le PSG. Lyon, on n'y croit pas, mais au moins le PSG d'abord. Et voilà, donc c'est vrai que c'est le premier fait majeur de cette intersaison, en tout cas. Après, pour revenir à l'intersaison recrutement, ce qui est intéressant, c'est la méthode et tout ça, mais aussi on va voir quels seront les moyens aussi. Parce que c'est quand même ce qui est le plus important, c'est quel sera le calibre des Girondins. Est-ce qu'ils auront vraiment les moyens d'aller chercher un top joueur, de faire l'effort à mettre 15 ou 20 millions sur la table, ce que n'ont plus fait les Girondins quasiment. Ce qu'ils ne feront pas, ça serait une énorme surprise. Oui, mais c'est voilà. intéressant. Mais logiquement, ils ne le feront pas, ils l'assument. Hein. Ils disent que l'enveloppe, elle est pour créer une équipe, pas pour mettre sur un joueur, mais pour mettre sur les équipes. La seule possibilité, finalement, peut-être, qui pourrait mettre ça serait de vendre un joueur très cher, des joueurs très bankable entre guillemets. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a surtout un qui est Jules Koundé, et d'utiliser cet argent éventuellement pour aller chercher un joueur majeur. Se dire par exemple, si on a une grosse offre pour Jules Koundé, on laisse Jules Koundé partir pour 30 ou 35 millions d'euros, on prend cet argent, et si on a besoin d'un joueur offensif talentueux qui coûte plus cher, peut-être qu'on va mettre les 15 ou 20 millions là, et sachant que derrière on a Pablo, Jovanovic, Mexer, et que finalement on n'a peut-être pas besoin de le remplacer poste pour poste avec un joueur qui coûte aussi cher, quoi. Donc ça peut être un peu mais en l'état actuel des choses, le club ne mettra pas 15 millions sur un joueur en l'état actuel des choses. Après, s'il y a des départs, etc., c'est de la cuisine, quoi. Ce qui est drôle, c'est j'ai l'impression de revenir il y a quelques années avec M6 qui disait pareil, quoi, en fait. On mettra pas beaucoup d'argent sur un joueur, et si on vend, on remplacera. Et finalement, c'est un peu la même méthode, en tout cas sur le mercato. Voilà, donc après, on va voir, ce ne sera pas les mêmes réseaux, les mêmes méthodes. Disons que là, ça sera un directeur sportif qui va recruter moins, alors qu'avant, c'était plutôt les entraîneurs qui avaient leur mot à dire avec la cellule de recrutement. Mais sur la philosophie, pour l'instant, on ne voit pas vraiment de changement. Je veux dire, tous les clubs cherchent à acheter pas cher et à revendre cher. C'est pas nouveau. Il n'y a pas vraiment d'autres méthodes. Le projet vraiment des actionnaires, c'était vraiment d'investir sur la structure financièrement, ce qu'ils ont fait, parce qu'aujourd'hui, ils ont quand même dépensé pas mal d'argent dans le recrutement. Aujourd'hui, on n'a pas tous les noms. L'organigramme complet doit apparaître sans doute en juillet. Voilà, mais ils ont dépensé énormément pour recruter des cadres dans tous les secteurs, ce que je disais tout à l'heure, dans la restructuration du club. Et maintenant, c'est à ces cadres-là, finalement, de faire vivre le club, d'apporter leurs idées, leur savoir-faire. Et effectivement, il n'y a pas énormément d'argent à investir sur les joueurs de l'équipe. Donc ça, c'est à créer, et effectivement par le système de trading de joueurs, de créer cette propre économie qui permettra aussi d'alimenter l'équipe et de renouveler l'équipe. Donc vaste chantier, quand même. Voilà, davantage un travail de fond, plus que s'attendre à une révolution qui ferait décoller le club dès la saison prochaine, même si on n'est pas à l'abri. On a vu Lille la saison passée qui a frôlé le maintien et qui là s'est retrouvé deuxième avec pas mal de jeunes joueurs. En termes de renouvellement d'effectifs l'année dernière, ce qu'a fait Lille, c'est quand même remarquable, et c'est un exemple, parce que j'avais mis les chiffres, alors j'ai plus en tête, donc faut pas les garder, mais ils ont dû dépenser à peu près 5 millions d'euros, parce qu'ils étaient en plus encadrés par la DNCG, vendre pour 40, tout ça en faisant qu'il y avait que le match qui gagne 5-0 contre Paris, il y avait que 4 joueurs de l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y avait 7 nouveaux, donc en gros ils ont fait une plus-value sur le marché des transferts de plus
de plus 45 millions d'euros, tout en renouvelant l'équipe et en finissant deuxième et en allant chercher que des joueurs libres ou pas chers. Donc ça montre que c'est possible. Après, ils avaient aussi des joueurs de talent déjà avec Pépé, avec 2-3 joueurs de talent à la maison. Donc voilà, c'est une mayonnaise à prendre. Non, mais ça peut et arriver, ça peut le faire. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, vu la concurrence en Ligue 1, c'est quand même extrêmement difficile ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'il faut souligner ce qu'ils ont fait, comme ce qu'avait fait Nice il y a 3 ans. C'est quand même extrêmement difficile vu la concurrence en Ligue 1 avec Paris, avec Lyon, avec Marseille, avec Monaco, qui ont quand même des moyens financiers forcément pas par rapport au niveau européen, mais par rapport au niveau français important. Et puis on peut aussi rappeler que la dernière saison très compliquée des Girondins, c'était en 2004-2005. Il s'était maintenu à la dernière journée. Et que la saison suivante, avec l'arrivée de Ricardo, il devait terminer deuxième. Donc c'était un autre exemple, plus ancien, mais comme quoi, avec pas mal de changements également, et l'arrivée de joueurs brésiliens à l'intersaison. Oui, et pas forcément des joueurs connus et des joueurs qui avaient coûté cher. Donc ça montre que c'est possible si on a du flair. C'est ce socle-là c'est cette équipe-là qui avait servi de base au titre de 2009 avec Laurent Blanc, puisque Laurent Blanc avait rajouté 2-3 joueurs importants, comme Alou Diarra, Souleymane Diawara ou Yohan Gourcuff. Mais la base existait. Donc là, c'est tout ce travail qui est à refaire et il ne faut pas se tromper. Voilà, c'est crucial. Eh bien, à Eduardo Massia et Paulo Sousa et à toute la cellule de recrutement de travailler. On suivra ça tout l'été dans les colonnes du journal Sud-Ouest. Merci Nicolas Le Gardien. Merci. Merci Frédéric Lahari. Merci. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet épisode, les précédents, ainsi que tout le catalogue podcast de Sud-Ouest, qui va de la musique au vin, le rugby, les coulisses de l'info, etc. sur notre site, mais aussi sur notre page Pipa, ou encore vous abonner à la chaîne Sud-Ouest sur iTunes, Spotify ou votre appli de podcast préféré. Il me reste à vous souhaiter un très bel été et à bientôt pour un nouveau numéro du Sud-Ouest Footcast. Ciao ciao.